Les victimes de coronavirus sont de plus en plus nombreuses à travers le monde. Ce sont des personnes infectées, des personnes guéries ou encore des personnes décédées. À côté, on y retrouve des membres de famille qui sont tout aussi brisés psychologiquement que les malades et les guéris. Mesdames, Messieurs, bon après-midi, bienvenue à cette nouvelle édition du Check-up, le magazine de la santé sur Canal 2 International qui cette semaine s'intéresse à la santé psychologique des victimes du Covid-19. Que faire pour repartir de zéro? Nous en parlerons dans ce programme avec un psychologue. Dans ce programme également, quelques questions d'actualité seront abordées, entre autres la célébration de la journée mondiale de la sage-femme. Parole sera donnée à un spécialiste qui nous dira quoi faire pour retrouver le sommeil en ce moment de confinement. Mesdames, Messieurs, voilà pour le sommaire de votre émission. Le développement, c'est dans un instant. À tout de suite pour la suite. Si vous nous rejoignez à l'instant, le programme c'est Check-up. Le reportage de la semaine est consacré à ces agents de santé communautaire formés par l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, qui durant tout ce mois de mai vont sillonner les quartiers et marchés de la ville de Douala pour sensibiliser les populations sur comment se mettre à l'abri du coronavirus. Et en plus de cela, ces agents de santé communautaire devraient recenser les cas suspects de coronavirus et les décès liés au coronavirus non répertoriés dans la communauté. Je vous propose de suivre ce reportage réalisé avec le concours de Marius Kosso à la caméra. On apporte notre contribution, tu vois. Alors notre contribution, c'est de mettre les barrières en quoi faisant déjà le respect des mesures de distanciation sociale, le respect des règles d'hygiène que la santé ne cesse d'évoquer dans tous les médias et de partout. C'est ainsi depuis le début du mois de mai. Ces agents de santé communautaire font le tour des quartiers et marchés des districts de santé de la ville de Douala. Ce mercredi, c'est celui de Nilon qui a été choisi, plus précisément l'aire de santé de Bonadiwoto. Les agents font parfois usage de la langue locale. L'essentiel, c'est de faire passer le message. Des actions qui ne passent pas inaperçues. L'appréciation est bonne. Nous sommes très contents de voir les gens venir vers nous pour nous sensibiliser. Ça, non seulement ça réchauffe, mais ça nous fait comprendre que le mal y est. Avec allègement du gouvernement qui vient de mettre en place, nous accompagnons tous ceux qui sont dans des mosquées et dans des églises et même les bensikinaires qui sont dans notre zone pour continuer à les sensibiliser. Et nous allons accompagner l'OMS avec l'équipe de délégation de santé qui sont en place avec notre district de Bonadiwoto pour que vraiment que nos zones, dans tout notre arrondissement de Douala 3e, qu'on épargne vraiment cette épidémie dangereuse que nous vivons aujourd'hui. Il est plus qu'important d'attirer l'attention des populations sur le respect des mesures barrières, surtout en ce moment où les lieux de divertissement ont été réouverts. Les questions dans la lutte contre la pandémie à nouveau coronavirus, de sensibiliser les populations, d'intensifier la sensibilisation sur les mesures barrières à adopter dans le cadre de la lutte contre cette maladie, de rechercher les cas suspects dans la communauté et de rechercher également des décès communautaires, donc les décès dans la communauté de personnes qui ont été atteintes par la maladie à nouveau coronavirus. Et puis concernant les difficultés que nous rencontrons, il y a des ménages qui refusent de nous ouvrir les portes, des ménages encore qui continuent à refuser la présence de la pandémie sur le terrain, des ménages, des personnes même qui vont jusqu'à nous menacer physiquement. J'ai même des audios ici que certains ménages utilisent pour nous menacer.
Oui, bon, l'impression que j'ai, je crois que jusque-là, l'équipe fait du bon travail, puisque on est répartis sur pratiquement toutes les communes de Douala. En plus d'informer la population sur les voies de contamination, symptômes et méthodes de prévention, ces agents de santé communautaire recherchent également des cas suspects et des décès communautaires découlant de la maladie à coronavirus. Formés par l'Organisation mondiale de la santé, ces agents travaillent en étroite collaboration avec la délégation régionale de la santé, ceci jusqu'à la fin du mois de mai. Ils sont au total 300 agents formés pour sillonner tout le département du Vouri. Ils feront le porte-à-porte dans 9 districts de santé que sont Lorbaba, Nilon, Boko, Daido, Bonassama, Newbel, Japoma, Cité des Palmiers et Mbangé. Et plusieurs aires de santé dépendent de ces districts de santé-là. Place à présent à notre invité, c'est le docteur Bruno Kempé. Bonjour docteur, vous êtes psychologue et avec vous, on va voir comment repartir de zéro après le coronavirus. Car ils sont nombreux, des personnes qui veulent agir mais ne savent pas comment. Alors commençons par ces personnes qui ont été infectées, une fois guéries, perdent quelques repères. Ça peut être dû à quoi, docteur ? Il faut dire que les comportements sont pluriels, ils sont nombreux. Il y a ce que nous voyons, les complications que nous connaissons. Maintenant, je ne suis pas un clinicien pour pouvoir dire et rentrer dans ce domaine-là. Je laisse cela à ceux qui sont des cliniciens qui comprennent très exactement. Il y a des effets secondaires qui sont aujourd'hui perçus ici et là, des personnes qui sont guéries de ce Covid, qui en sortent et quand même manifestent un certain nombre de signes, un certain nombre de symptômes, un certain nombre de phénomènes. Nous en avons entendu parler. Maintenant, il faut dire qu'on est très prudent et parce que les effets secondaires peuvent être pluriels, ils ne sont pas toujours liés au Covid et donc maintenant du fait de la psychose, du fait de la peur, les gens peuvent mal interpréter, peuvent dire des choses qui ne sont pas toujours vérifiables. Maintenant, il faut dire que l'OMS, qui est l'Organisation mondiale de la santé, n'a pas validé ces effets-là encore, donc on ne peut pas encore véritablement le dire de façon péremptoire que voilà, c'est telle personne qui dit ci ou qui dit ça a raison ou alors a tort. Donc ça peut l'être, mais en réalité, lorsqu'on va regarder dans le fond, ce n'est pas très exact. Vous le dites, ces personnes doivent être entourées par les proches. Alors, dis-nous, que devrait faire l'entourage concrètement pour aider ces personnes-là à repartir de zéro, à retrouver goût à la vie, docteur Kempé? L'entourage joue un très grand rôle, de façon globale. Quand vous êtes malade, vous avez besoin autour de vous d'un certain nombre de personnes qui vous rassurent. Il faut donc dire que le premier problème, ou davantage ce qu'on a observé, c'est un peu comme par ailleurs on observait avec le VIH, un genre de stigmatisation. La société même vous met en quarantaine. Et donc, ça fait que le regard des gens, le langage des gens, les comportements des gens vis-à-vis de vous sont des comportements qui vous mettent, je dirais, très mal à l'aise. Et donc, qui pourrait, à ce moment-là, vous pousser à la faute. Vous enterrez même avant de mourir, vous finissez même par partir. Parce que l'entourage autour, on a vu cela, on a constaté évidemment avec ce phénomène du Covid-19 que ceux qui sont proches vous fuient finalement. Donc ce qu'on appelle le post-maladie, le post-Covid, est tout aussi dangereux que le Covid, et même plus dangereux. Parce qu'en amont, beaucoup meurent avant même que le Covid intervienne. Le Covid arrive, il est lui-même dangereux, il tue, il fait des ravages, mais après également, il fait de nombreux ravages. Autour de soi, parce que soi-même, on a le sentiment que, bon, vous savez, on est malade et peut-être qu'on fait encore la maladie et on peut contaminer les autres. Donc, on s'enferme. Maintenant, les autres qui nous regardent nous fuient parce qu'ils ont le sentiment que nous ne sommes pas totalement guéris. Et donc, ça fait que si on éternue, même quand ce ne serait pas un effet secondaire ou alors une manifestation du Covid, alors, sur le coup, tout le monde se tient à distance. Lorsqu'on va éventuellement vers quelqu'un d'autre, on parle du fait de
d'être proche, au besoin, la personne prend fuite. Donc, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? C'est éviter effectivement tout ce qui est de nature à rappeler au malade ce qu'il a connu et ce qu'il a subi. C'est évidemment réveiller, comme on dit, les vieux souvenirs. La personne a souffert dans sa chair, a souffert psychologiquement, a souffert, vous voyez comment on les traite, hein, ces malades-là. Le traitement, on les met en quarantaine pratiquement. Donc cette mise en quarantaine, c'est que vous êtes loin des vôtres, vous n'avez pas la chaleur familiale, la chaleur des vôtres. Et donc, évidemment, lorsque vous sortez de là, et on vous traite de la même manière, ça vous ramène pratiquement dans la même situation. Vous pouvez retomber malade du fait du traitement autour de vous. Donc, les vôtres, ceux qui sont autour de vous, les membres de famille, les amis, les connaissances et autres, doivent vous regarder comme une personne normale qui n'est plus malade. Là, docteur, on parle des malades qui ont eu des séquelles, des effets secondaires. Mais chez ceux qui n'ont pas eu ces effets-là, qu'est-ce qu'ils devraient faire pour repartir du zéro? C'est une très bonne question. On repart comment? On repart parce que, comme on dit, on est guéri, il faut se relever. Ça, c'est une décision importante. C'est-à-dire qu'on arrive à ce que j'ai appelé être authentique, être vrai, être réaliste, revenir en soi-même, se dire, j'ai été malade. Certes, maintenant je suis guéri. Maintenant que je suis guéri, comment je fais? Je dois moi-même trouver en moi l'énergie et la volonté de repartir. Donc, pour quiconque veut repartir, il faut bien qu'il se le dise à lui-même. Peu importe le regard des gens, parce que si on s'en tient qu'à ça, tout le monde ne pourra pas nous regarder comme on souhaiterait qu'on nous regarde. Donc, conséquence, malgré la stigmatisation, malgré le regard, malgré les attitudes et autres, je dois avoir envie de repartir. Je dois reprendre goût à la vie et me dire, je ne suis pas mort, ça veut donc dire que j'ai une autre chance. Je peux repartir. Parmi les victimes, il y a des personnes qui ont perdu des proches, des êtres chers et aujourd'hui sont déprimées. Que devrait-elle faire pour surmonter cet état des choses? C'est l'occasion pour moi de dire, avant de répondre à la question, que tous ceux qui ont perdu évidemment des membres chers, que vraiment Dieu les soutienne et leur permette qu'ils se relèvent. Donc, il faut dire que c'est déjà assez douloureux quand on perd un être cher et de la manière dont ça se passe. Vous voyez un peu comment ça se passe. Quand un malade décède du Covid, immédiatement on l'enterre. Donc, vous êtes enterré loin des vôtres. Et ça fait donc que c'est un réel problème. Maintenant, pour ceux qui restent et qui doivent revivre, vous devez avoir envie pour la mémoire de la personne. Vous dites, je dois vivre. Je dois vivre pour faire ce que, éventuellement, la personne qui est partie n'a pas pu faire. Je dois partir, repartir. Donc, c'est un engagement sur le plan psychologique, sur le plan, je dirais, émotionnel, mais maintenant, il faut dire qu'il y a un plan pour pouvoir le faire. Il faut, comme je l'ai dit, arriver à faire un constat. La situation est arrivée. Le membre de ma famille s'en est allé. Ce frère-là s'en est allé. Donc maintenant que j'ai fait ce constat, je suis authentique, je suis vrai. Maintenant, il faut l'affronter. Comment on fait quand on a perdu un être cher, quand on a perdu un ami, quand on a perdu celui avec qui on partageait des choses importantes? Il faut donc affronter cette réalité-là. Il faut l'affronter. Et l'affronter veut dire donc par la suite agir. Il faut se lever et faire avec, je dirais, engagement, ce que vous êtes censé faire. Parce qu'il faut le dire, la vie continue. Hein? À côté de ces personnes-là qui ont perdu des êtres chers, on a des personnes qui ont perdu leur emploi, leur entreprise. Est-ce que cet état de choses peut entraîner un problème psychologique, docteur Kempe? Et que devraient faire ces personnes pour ne pas en arriver là? Maintenant, beaucoup ont perdu leur emploi, ils ont perdu leurs entreprises, perdu leur investissement parce que certains avaient emprunté et donc n'ont pas pu avec le Covid et autres. Donc oui, c'est une réalité et ça peut vous pousser à la dépression. Il faut donc dire qu'en chacun dort une entreprise en réalité. Le potentiel est en vous et même si vous avez perdu ce que vous avez investi, vous pouvez repartir à nouveau pour investir à nouveau. Et aujourd'hui, et ça il y a de le dire, il y a de nouveaux métiers. Du fait du Covid, il faut se dire qu'il y a de nouveaux métiers dehors et il y a de nouvelles façons de faire les affaires. Pour terminer, docteur Bruno Kempe, que pouvez-vous dire à ces téléspectateurs qui se trouvent dans ces situations en ce moment où nous faisons cette émission? Comment je dirais
que le Covid passera. Le confinement aussi. Maintenant, la vie continuera. À chacun de prendre sa vie à bras le corps, de ne pas se laisser aller dans la dépression, dans la stigmatisation. Et même si on vous stigmatise, j'aimerais vous dire que vous pouvez vous-même vous motiver, vous encourager et repartir. En tant que chef d'entreprise, pensez repartir, trouvez un autre pôle, une autre niche, et puis investissez à nouveau et repartez. En tant que personne, vous pouvez repartir en vous engageant, en vous disant que vous n'êtes pas morte. Donc, vous pouvez revivre à nouveau. Et bien sûr, en tant que nation, je dis, le Covid passera. Malgré les dégâts, l'économie doit se relever. Il faut donc s'engager à nouveau et travailler un peu plus dur. Merci, Dr Bruno Kempé, d'avoir répondu à toutes nos questions. C'est moi qui vous remercie. C'était le docteur Bruno Kempé, psychologue en service dans la ville de Douala. Intéressons-nous à présent à un autre impact causé par le Covid-19 sur la population. Ils sont de plus en plus nombreux à avoir perdu le sommeil en ce temps de confinement. Nous avons rencontré le docteur Mbangel Obé, il est médecin de sommeil. Il revient sur les facteurs qui peuvent entraîner la perte de sommeil et dit ce qu'il faut faire pour le retrouver. Écoutons-le. Effectivement, les gens peuvent avoir du mal à dormir pendant le confinement. La conséquence immédiate du confinement, c'est que beaucoup craignent de perdre leurs revenus. Les entreprises menacent de fermer, beaucoup ont déjà fermé. Les gens sont en congé technique, leurs revenus baissent. Les enfants ne vont pas à l'école, on ne sait pas quand ça va reprendre. Est-ce qu'il va y avoir une année blanche ou s'il n'y a pas d'année blanche, quel sera leur niveau d'instruction? Voilà encore une autre grande source d'anxiété. Donc il y a beaucoup d'anxiété autour. Mais il y a également une grosse anxiété, c'est que est-ce qu'on va attraper cette maladie? On dit qu'on l'attrape en respirant. Donc, comment vous allez faire? Même l'air que vous respirez à travers un masque peut toujours être un air infecté. Et donc, la crainte aussi d'attraper cette maladie ou de voir son épouse, son mari ou son enfant attraper ou les membres de sa famille attraper cette maladie est une grande source de stress. Et ça peut expliquer pourquoi les gens ont du mal à trouver du sommeil. Mais il y a également le fait que quand on est confiné, on passe beaucoup de temps à la maison et donc on dort beaucoup. On tourne autour de la chambre, donc on dort un peu plus. Et le sommeil de jour empiète sur le sommeil de nuit, et du coup, les tendances à l'insomnie nocturne peuvent augmenter. Mais aussi parce qu'on reste beaucoup à la maison, la relation avec la maison et le sommeil se détériore. Un homme qui sort toute la journée, qui travaille et qui revient à la maison, dort mieux que celui qui reste à la maison. Okay? Voilà, donc il y a quantité de choses qui font que les gens ont tendance à dormir moins. Et il y a le fait que, parce qu'ils sont oisifs, ils sont à la maison, ils ont tendance à boire beaucoup de bière ou à boire beaucoup d'eau. Et du coup, ils se lèvent plusieurs fois la nuit pour aller aux toilettes. Ça aussi, ça peut détériorer la qualité de leur sommeil. Alors, en ce temps de confinement, il faut appliquer les mesures que l'État a édictées pour notre bien, c'est-à-dire porter le masque chaque fois qu'on est hors de chez soi, éviter les visites, de rendre visite ou de recevoir des visites, hein, c'est le confinement, chacun doit rester chez lui, observer les mesures de distanciation. Cela crée une certaine quiétude. Ça crée une certaine quiétude, ça diminue la peur, n'est-ce pas, d'attraper le virus. Et ça diminue l'anxiété, et voilà. Mais il faut quand même continuer à se battre sur le plan économique pour ne pas tomber en situation de détresse économique, parce que si on traite un mal par un autre, finalement, on se retrouve avec deux maux, et c'est beaucoup plus grave. Donc, il faut avoir un minimum d'activité économique et un minimum de revenus. Et il faut observer les principes d'hygiène de sommeil, c'est-à-dire aller au lit quand on a sommeil, ne jamais rester couché alors que le sommeil est parti, boire l'eau tôt dans la journée et non pas tard, ne pas traîner dans les ventres emportés et boire parce que ça oblige à se lever plusieurs fois la nuit pour aller aux toilettes et ça détériore la qualité de sommeil.
essayer d'avoir des relations familiales un peu apaisées et stables, parce que le fait que les gens restent à la maison aussi, ça peut devenir une source de conflit. Et il faudra avoir des relations entre conjoints qui sont stables pour ne pas empiéter sur le sommeil. Si vous nous rejoignez à l'instant, le programme c'est Check-up, le magazine de la santé sur Canal 2 International. Le 5 mai a été célébrée la journée mondiale de la sage-femme. Au Cameroun, 75% des sages-femmes sont au chômage et pourtant formées pour prendre en charge la maman et l'enfant avant, pendant et après l'accouchement. Beaucoup ne sont pas intégrés et quelques-unes travaillent comme bénévoles dans les formations sanitaires dans notre pays. Une célébration qui n'a pas reçu un écho retentissant pour cause de coronavirus. Nous avons tout de même donné la parole à l'une d'elles qui nous parle des difficultés qu'elle rencontre au quotidien. Actuellement, j'exerce dans un hôpital de la place et je fais des consultations prénatales, les soins obstétrico-néonataux d'urgence. Je m'occupe de la planification familiale également. Je fais des accouchements et bien d'autres. Je prends en charge les nouveau-nés. Les difficultés que l'on rencontre en tant que sage-femme. Déjà un peu plus haut, j'ai défini la sage-femme comme étant celle-là qui a suivi la formation et qui doit être dotée d'un diplôme. C'est déjà un problème parce que certains d'entre nous n'en ont pas. Ils n'ont pas de diplôme, bien qu'ayant suivi une formation autant pour moi. C'est déjà un handicap sur le plan professionnel parce que le travail est énorme. Il y a un manque de sages-femmes sur le terrain. Peut-être parce qu'elles n'ont pas le diplôme, on ne sait pas. Ou alors peut-être parce qu'elles ont changé de vocation. Et aussi sur l'aspect financier. La sage-femme n'est pas rémunérée à sa juste valeur. Un aide-soignant se retrouve avec un salaire 2 fois que celui de la sage-femme. Et ça, c'est vraiment déplorable. Et également, ce qu'on peut avoir comme solution, déjà la création d'un corps de sage-femme. Ceci va résoudre un bon nombre de nos problèmes, si je peux le dire. Et aussi, déjà, l'État camerounais doit faire l'effort de mettre à la disposition de mes confrères les diplômes qui leur reviennent de droit, car ayant suivi une formation. Ceci leur permettra d'exercer, car aucun hôpital ne peut vous recruter si vous n'avez pas de papier. Qu'est-ce qui prouve que vous êtes formé? Ceci dit, merci déjà encore pour cette interview et bonne soirée. Célébré cette année sous le thème Les sages-femmes avec les femmes, célébrer, démontrer, mobiliser, c'est notre moment. Une célébration qui arrive dans un contexte où des sages-femmes et maïticiens formés il y a 3 ans de cela à Douala n'ont toujours pas eu leur diplôme de fin de formation. Et à Yaoundé, le Fonds des Nations Unies pour la population a remis un don à l'association des sages-femmes et assimilées du Cameroun. C'était à l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Yaoundé. Cette semaine, le ministre de la Santé a effectué une visite inopinée dans les hôpitaux du district de Djongolo et des Foulanes à l'effet de s'assurer du bon fonctionnement de ces hôpitaux en ce temps de Covid-19. Alors, je dois pouvoir dire que je suis plutôt agréablement surpris. Que ce soit à Djongolo, là où j'étais, ou à Foulane, où je suis aujourd'hui, on ne constate pas qu'il y a eu baisse de fréquentation de notre formation sanitaire. Les constats de baisse, c'est généralement lorsqu'on couple les patients Covid avec les autres. Et donc, il y a dans l'imagerie populaire, il y a un risque, n'est-ce pas, de contamination. Mais je pense que dans notre objectif et surtout dans le cadre de la mise en œuvre des très hautes instructions de M. le Président de la République, la création de centres spécialisés pourrait dissiper, n'est-ce pas, ce malentendu pour que les Camerounais puissent avoir droit à leurs soins
ordinaires, j'allais dire aux soins primaires, sans interférence avec la pandémie du Covid. Donc, que ce soit à Djungolo, que ce soit ici, on a un très bon taux de participation. Les Camerounais continuent à venir dans les formations sanitaires, à bénéficier de soins. Il y a des petites choses que nous allons corriger, des petits éléments que nous allons renvoyer pour pouvoir optimiser, n'est-ce pas, ces soins qu'on délivre à nos compatriotes, mais c'est important. Non, globalement, c'est important de le dire. Le ministre de la Santé a réceptionné des kits pour tests de dépistage rapide du Covid, dont du chef de l'État. Ces tests permettront de dépister un maximum de personnes car, vu que le résultat est disponible en 15 minutes. Importé de Corée du Sud, la fiabilité serait à 100%, a assuré le ministre de l'administration territoriale lors de la rétrocession de ces tests au ministre de la Santé. Toujours dans l'objectif de rendre plus efficace la lutte contre le Covid-19, un deuxième centre d'appel vient d'être installé à Douala après celui de Yaoundé. Le secrétaire d'État à la santé publique, Ali Mayatou, a visité ce centre-là installé à l'hôpital du district de Nilon. Il a également visité l'hôpital secondaire de mise en quarantaine établi au stade de Mbapé-Lépé. Plus de détails dans ce reportage qui suit. Un deuxième centre d'appel après celui de Yaoundé. Il est installé dans l'enceinte de l'hôpital du district de Nilon. Les appels au 15-10 dans le littoral y seront reçus, visités ce vendredi 8 mai par le secrétaire d'État à la santé publique. Quand vous faites le 15-10, ça sonne dans cette enceinte et à partir d'ici, nous prenons donc toutes les dispositions en fonction, n'est-ce pas, de votre demande pour pouvoir subvenir à vos besoins. Donc, nous fonctionnons 24 heures sur 24 avec une équipe d'à peu près 36 personnes qui se relaient et qui apportent au quotidien, au jour le jour, n'est-ce pas, le soutien nécessaire à tous ceux qui essayent de nous contacter. Rendu à l'hôpital Lakentini, Ali Mayatou fera face aux difficultés que rencontre le personnel soignant, entre autres l'absence de matériel de protection, tout comme des médicaments d'urgence. Il fait des promesses. Ma visite, c'est de vérifier l'effectivité de toutes nos mesures qui sont prises au niveau du gouvernement, les prescriptions que le président de la République a données au gouvernement de suivre, et surtout la mise en place de toutes les structures d'accueil, de traitement et de prévention, c'est-à-dire les laboratoires. Ensuite, le cortège va s'ébranler vers le stade de Mbapé-Lépé, transformé en hôpital secondaire de mise en quarantaine. Ici, le constat fait état de 62% des travaux réalisés pour une capacité de 184 places. Dès la semaine prochaine, pourrait accueillir des malades, a annoncé Ali Mayatou. Cap sera mis vers l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Yassa pour le même exercice. Juste à côté se trouvent les logements sociaux qui abriteront les malades. Ici aussi, les travaux avancent. C'est par l'hôpital général qu'il va achever sa visite avec une réunion d'évaluation de la prise en charge, non seulement à l'hôpital général, mais également dans la ville de Douala. C'est qu'au début, c'était très difficile parce qu'on n'avait pas tout le matériel. Mais depuis quelques semaines, nous avons assez de matériel de protection. Nous avons des médicaments de prise en charge qui sont arrivés la semaine passée. Et ces médicaments que nous utilisons sont gratuits, sauf d'autres médicaments où nous n'avons pas. De nous séparer, quelques chiffres du Covid-19 en cette date du 11 mai 2020. Au Cameroun, on recense 2579 cas positifs pour 1465 guéris et 114 décès. Des chiffres rendus publics par le ministre de la Santé publique via son compte Twitter.
C'est la fin de Check-up, votre magazine de la santé. Cette semaine était consacrée à la santé psychologique des victimes du Covid-19. La semaine prochaine encore, nous parlerons du coronavirus. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à nous joindre via la page Facebook de l'émission Check-up 2019. Vous pouvez aussi entrer en contact avec moi via mes comptes Twitter, Instagram ou nous envoyer des SMS ou des messages WhatsApp au numéro qui s'affiche au bas de votre petit écran. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas, le coronavirus est une réalité. Pour être à l'abri, il faut respecter les mesures barrières que sont porter un masque, tousser dans le creux du coude, respecter les mesures de distanciation sociale.